Depuis plusieurs semaines, on voit les complaintes pulluler sur Internet, dans la rue, dans les médias. La vie est chère, la vie est chère. On a le droit de revendiquer. Dès le début de la semaine, la tension était montée d'un cran. Illustration, ce face-à-face entre des protestataires et un imposant dispositif déployé par la police pour les chasser d'un rond-point stratégique. Colère contre la mauvaise gouvernance et la flambée des denrées alimentaires. La dévaluation du Naira a provoqué une vague de protestations dans tout le pays. Ce pays saigne, ce pays est en colère, les gens souffrent. Aujourd'hui encore, personne ne peut se permettre 3 repas par jour, ni même 2. L'inflation touche tous les produits, les aliments, le ciment, le tissu, les moteurs de voitures et les transports d'un point à un autre. Des forces de l'ordre bloquent les 5 rues qui mènent à la Bourse du Travail, point de départ de la marche contre la vie chère. En face, une centaine de personnes immobilisées avant d'être dispersées à coups de gaz lacrymogène. Tout est militarisé, nous prenons hâte de ça. Nous prenons hâte de ça. Mais je voudrais profiter pour lancer un appel. Oui. Le peuple souffre. Le marché est cher. Le marché est cher. Le marché est cher. Tout augmente. On doit dire non à ça. On doit dire non à ça. Les factures augmentent. Les factures augmentent en 2 ans. On doit dire non à ça. La cherté de la vie est un sujet qui concerne chacun et chacune d'entre nous. Quelles sont les véritables causes de la cherté de la vie? Pourquoi nos politiciens en Afrique s'en dédouanent? Que faire pour y faire face? Voilà des questions très pertinentes abordées par la militante panafricaniste Nathalie Yambo. Elle en parle très pertinemment. Ce sujet ne cesse et ne cessera de faire l'actualité si nous n'appliquons pas les résolutions qu'elle préconise. Suivez. Tout d'abord, on va commencer par mettre les choses au clair. L'inflation, c'est à 80% la faute de nos gouvernements. Il y a plusieurs raisons à la cherté de la vie. La mauvaise gestion, que ce soit de la monnaie, le déficit, la dette, la pandémie, la baisse du pouvoir d'achat, les monopoles, les traités défavorables ratifiés et la rareté des produits sur le marché. 4 des 5 raisons que je viens de citer sont de la responsabilité directe, pleine et entière du gouvernement. Je ne sais pas où nos chefs d'État se trouvaient quand on dispensait des cours d'économie à l'école ou à l'université, mais une chose est claire, ils n'ont rien appris de bon. Ils sont champions du monde dans la cavalerie financière. Si c'était une discipline olympique, on décrocherait tous les podiums. En droit, ce terme désigne le système qui consiste à prendre des dettes nouvelles pour rembourser les dettes anciennes. Nos Bernard Madoff à la peau noire pratiquent donc allègrement un système de Ponzi avec la dette que nous, les contribuables, allons rembourser, peu importe qu'elle ne nous ait rien apporté de bon. Alors, comme la dette n'est pas investie dans le secteur productif, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas de revenus, mais sert uniquement à rembourser des anciens emprunts, et comme nous ne disposons pas de la souveraineté qui nous permettrait de gérer notre monnaie selon nos besoins, mais que c'est Paris qui tient la télécommande, nos présidents et ministres se rabattent agressivement sur les opérateurs du secteur privé et sur les contribuables. Et ce n'est même pas pour financer des choses utiles, mais c'est pour acheter des trucs complètement superflus comme des avions pour le président ou bien pour construire des infrastructures bâclées et surfacturées qui permettent de jolis détournements ou encore pour créer des institutions inutiles et nuisibles où on place les copains pour qu'ils bouffent bien. Quand les entrepreneurs sont assaillis, pris en tenaille, d'une part par les taxes, les impôts et les droits de douane que nos gouvernements lèvent tous les 2 jours pour financer le train de vie opulent de l'État et de ses animateurs, et d'autre part par le racket et la corruption auxquels s'adonnent ces mêmes personnes et d'autres fonctionnaires, il se passe 3 choses. Soit les entrepreneurs ferment boutique, ou alors
ils réduisent le personnel pour diminuer les coûts, ce qui conduit à des licenciements, à du chômage technique et parfois à du chômage tout court. Troisième option, ils augmentent le prix de leurs produits et services pour compenser le manque à gagner provoqué par l'étranglement fiscal officiel et inofficiel que leur impose l'administration. Parfois, ils combinent d'ailleurs deux options. Ils licencient et ils augmentent les prix. Là, c'est la cata complète. Résultat, les ménages disposent de moins d'argent pour vivre alors que le coût des loyers, du transport, du téléphone, de la nourriture augmente et il y a donc baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat s'explique aussi par le taux biaisé de l'inflation en zone CFA. Ailleurs, on calcule l'inflation en se basant sur les prix de centaines de produits sur toute l'étendue du territoire. Chez nous, on se contente de collecter quelques données dans la capitale et bien souvent avec des produits dont les prix sont administrés. C'est ainsi qu'officiellement, on ne dépasse jamais les 2% alors qu'en réalité, c'est bien plus élevé que ça. Mais il faut défendre le soldat CFA, donc chut. Moi, je suis DRH de carrière. L'une des composantes de l'augmentation de salaire est le taux d'inflation. Si votre inflation est de 3%, pourquoi voulez-vous qu'on augmente les salaires de 10, 15, 20, 18%? Les salaires restent bas alors que la vie là dehors, elle augmente. Vous jouez bidet. Et quand même vos salaires augmentent, si le coût de la vie augmente plus rapidement que vous perdez du pouvoir d'achat. En plus de cela, il y a les monopoles qui sont eux aussi responsables de la cherté de la vie. Parce que quand il n'y a pas de concurrence, c'est toujours le consommateur qui trinque. Un monopole n'a jamais bénéficié aux consommateurs. Il y a des monopoles qui sont flagrants, le courant, l'eau, le pétrole. Or, tant que la distribution d'électricité sera dans les mains d'une seule entreprise, vous montez, vous descendez, vous allez payer, même s'ils doublent leur prix tous les 2 jours. Ça, c'est des monopoles que tout le monde connaît. Mais à côté de ça, il y a les monopoles plus subtils, dans lesquels nos États nous enferment en signant et en ratifiant des traités insensés qui nous écartent des avantages de la concurrence mondiale en faisant de nous des chasses gardées pour certains pays ou groupes de pays. Je veux parler des accords ACP-UE, des accords de partenariat économique, les APE et d'autres conneries de ce genre que nos dirigeants sont allés signer en notre nom sans demander notre avis. Au village et même en ville, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ça. Et pourtant, ce sont des monopoles, des prisons dans lesquelles on nous envoie pour purger notre sentence. Être pauvre dans un continent riche, pillé par une petite caste d'oligarques ici et là-bas qui nous impose la vie chère et la misère. Enfin, dernier élément pour lequel le gouvernement n'est qu'indirectement responsable, c'est le manque de produits sur nos marchés. L'entêtement de nos agriculteurs à toujours vouloir continuer de cultiver le cacao, le café, l'EVA, au lieu de privilégier les choses que nous consommons, est destructeur. On se tape la poitrine parce qu'on est premier ou deuxième producteur de ces cultures. Et pourtant, ceux-là qui les cultivent là sont les plus pauvres dans nos pays. Vous regardez le visage d'un planteur de tomates ou d'avocats en Asie ou en Amérique du Sud et puis vous le comparez avec le visage d'un planteur de cacao à Soubré, vous verrez qu'ils n'ont pas du tout la même gueule. Vous savez combien toute l'Afrique représente dans la consommation annuelle mondiale de chocolat? Les 54 pays là, 4%. Par contre, la banane qu'on mange là, elle est chère parce qu'il n'y en a pas assez sur nos marchés. Donc, agriculteurs, pardon, revoyez-vous. Plantez du riz, de la banane, du manioc, de l'igname, de la patate, du mil, du fonio, du sorgho, de la tomate, du piment, des aubergines. Même si les frontières sont fermées pendant 20 ans, le marché intérieur absorbera vos récoltes. Vous serez content,
l'État ne vous volera plus en venant fixer des prix spoliateurs à vos marchandises, l'extérieur ne vous dictera plus sa loi et le consommateur, lui, sera aussi content car il y aura à manger à des prix abordables parce que l'offre sera à la hauteur de la demande. Alors que peut-on faire d'autre contre la vie chère? Je le redis encore une fois parce que la répétition est pédagogique. Cessons d'ignorer la valeur de ce que nous avons. Produisons ce que nous consommons. Et pour ceux qui veulent rester dans l'agriculture extravertie, tournée vers l'extérieur, transformons ici ce que nous produisons pour exporter le produit fini. La Suisse n'a pas un seul pied de cacao, mais il transforme le cacao en chocolat. Ça ne doit pas nous dépasser. C'est la transformation qui ajoute de la valeur, qui crée de l'emploi et de la richesse et qui permet d'avoir du pouvoir d'achat. Mais au-delà de ça, et pour enclencher un changement systémique, la chose essentielle que nous devons faire, c'est porter à la tête de nos États des gens qui ont un vrai projet de société viable dans lequel tout se tient. Une des rares raisons valables pour l'État d'aller s'endetter, c'est de procéder à l'urgente réforme du foncier en finançant les audiences foraines, le cadastrage du territoire, la distribution aux frais de l'État des titres fonciers aux populations, la création d'associations, de coopératives, de bourses de valeur, de places financières, etc. Car si vous faites ça, les revenus qui seront générés par cette réforme permettront de rembourser l'emprunt en 4 ou 5 ans sans qu'on ait besoin d'aller s'endetter encore. Il ne s'agit pas de se laisser embobiner par le premier venu qui dit « Oh, moi, je vais rendre la vie moins chère, moi, je vais faire les soins gratuits. » Quand quelqu'un vous dit ça, là, il faut lui demander comment tu finances la gratuité. Parce que quelqu'un qui vous dit ça, et puis dans son programme là, il y a un gouvernement pléthorique de 30, 40, 50, 60 personnes, 150 sénateurs, 255 députés, le médiateur de la République, la grande chancellerie, des centaines d'agences de ceci, de haute autorité de cela, d'office ici, de fonds, de trucs là-bas. Sachez que cette personne vous ment. Ne votez pas pour elle, même si c'est votre propre frère, même père, même mère. Parce que quand vous avez un État gros comme ça, ça va vous coûter de l'argent gros comme ça. Et c'est vous qui allez payer. Ne vous laissez pas non plus baratiner avec des promesses genre « je vais construire des hôpitaux, des maternités, des écoles ». Rien de cela ne pourra être réalisé tant que nous sommes dans le franc CFA. Cette monnaie n'a pas été conçue pour financer le développement des Africains. Elle a été conçue pour financer le bien-être des Français et protéger les investissements des propriétaires d'esclaves à l'époque et aujourd'hui. Donc, si la personne ne vous dit pas quand et comment elle va sortir du franc CFA, ne votez pas pour elle. Il est impossible de sortir de la pauvreté sans sortir du franc CFA. Vous pleurez aujourd'hui parce que la vie est chère. Mais attendez qu'un matin, un plouc de fonctionnaires du Trésor public français décide de dévaluer le franc CFA. C'est là que vous allez voir ce que ça coûte de renoncer à sa souveraineté monétaire. Vous avez eu un aperçu en 1994. Préparez-vous, ça revient. Enfin, pour terminer, quand on n'est pas content, on le fait savoir. Quand on est vraiment fâché, quand on est vraiment poussé à bout, quand on a vraiment ras-le-bol, on ne fait pas de conférence de presse, on ne cherche pas à rencontrer le ministre ou le président, on ne reste pas coincé derrière son clavier. On manifeste sa colère dans la rue. Les Burkinabés l'ont fait en 2014. Les Gilets jaunes ont manifesté chaque samedi pendant 1 an en France. Le mur de Berlin est tombé parce que les Allemands de l'Est ont manifesté de plus en plus nombreux chaque lundi pendant des semaines. Apprenez aussi à ne pas relâcher la pression trop tôt. Il faut la maintenir, quoi qu'en disent les hommes politiques ou les hommes de Dieu. Eux, ils n'ont pas faim. Eux n'ont pas de problème à joindre les 2 bouts à la fin du mois. N'attendez donc pas d'eux qu'ils vous encouragent dans des actions qui vont ramener de la justice sociale et de l'équité dans la répartition des richesses.
Si vous êtes encore assis chez vous aujourd'hui là, c'est que ça ne chauffe pas vraiment encore sur vous. Tant que la bière n'a pas augmenté, tout va bien. Donc vraiment, je ne vous dis pas Yako, mais je vous dis à bientôt. Jerekaba,